Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse, votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder toutes les clés de l'info qu'il vous faut, avec le poids des arguments, bien sûr, le choc des idées, pour sûr. C'est notre 382e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Défense absolue de tuer les éléphants pour bien marquer la volonté du Cameroun de préserver cette espèce entièrement protégée. Le chef de l'État a ordonné la destruction de 2000 pointes d'ivoire et plus de 1753 objets d'art saisis auprès des trafiquants. Sur les cendres encore fumantes de ces défenses d'éléphants, Scène de Presse évalue le combat à mort contre le braconnage. Camerco entre bonne altitude et zone de turbulence. 5 années après son vol inaugural le 28 mars 2011, la compagnie nationale aussi entre le bon et le moins bon. Illustration, à peine la compagnie a-t-elle reçu il y a 2 semaines la certification de l'IATA que la presse parle de comptes bancaires bloqués à Paris. Ainsi va la vie de Camerco qui a du mal à fidéliser sa clientèle, une clientèle attachée à sa compagnie mais déçue par l'inconstance. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez dans cette édition de Scène de Presse, dans vos rubriques Le Focus du soir, le ministre des Forêts de la Faune, Ngolé Philippe Ngwese, le portrait de la semaine. Scène de Presse, c'est aussi la revue de presse, l'image collatérale et les unes du lundi. Je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mis en scène par Carlet Tessot. Voici un Selcom pas comme les autres. Jean-Robert Onana n'est pas facile à manipuler. Le chef de la cellule de communication du ministère des Forêts et de la Faune est un gros intellectuel. Les compétences de ce diplômé de lyrique et de l'estique s'étalent. Marketing et commerce international, droit des transports, contrats internationaux, gestion financière internationale, droit des assurances, droit du crédit, stratégie de communication, relations publiques, négociations commerciales, arbitrage commercial, technique du commerce international et j'en passe. Tous ces savoirs, il les a mis au service de plusieurs ministères et sur ce plateau, le Selcom du Minfof nous aidera à comprendre la stratégie de son institution en matière de lutte contre le braconnage au Cameroun. Ne vous fiez pas à sa taille. Jean-Bruno Tagnin est un géant. Vos préjugés s'envolent dès que ce journaliste ouvre la bouche. Sa candeur d'esprit, son propos clair, précis et succinct précède son savoir immense. Le directeur général adjoint de Canal 2 International a du verbe et tous les médias se l'arrachent pour leur émission de débat. C'est que l'ancien grand reporter et chef du desk politique du quotidien Le Jour ne s'est pas contenté de sa licence en droit obtenue à l'université de Yaoundé 2. Il ne cesse de se cultiver au quotidien, confèrent les réseaux sociaux où ce journaliste publie au jour le jour les réflexions de ses découvertes de tout genre. Accueillons donc le nouveau papa d'une princesse. JBT sait ce qu'il a à dire. Roger Ngoyom a la réputation d'être toujours aussi relax. Ce journaliste est un grand voyageur qui se sent chez lui partout où il va. S'il a autrefois fait de la Camerco sa compagnie aérienne de transport de choix, ce globetrotter nous dira jusqu'où il poussera sa fidélité à cette compagnie qui a finalement décollé, mais dont on attend encore la vitesse de croisière. On le sait, l'actualité n'attend pas et ce produit de la 33e promotion de l'ESTIC, spécialiste des questions de la zone des Grands Lacs, doit pouvoir se mouvoir pour produire des contenus. Il le faisait déjà pour les magazines People, ici les gens du Cameroun et ici les gens du Gabon. L'expression populaire locale mais toujours profonde lui convient parfaitement. Jean-François Shannon n'est pas des plus volubiles, mais son expression est profonde. Ce journaliste, fils de Yoko dans le Mbamekim, ne s'exprime que pour dire des paroles sensées. Écoutez-le nous rapporter les circonstances de l'incinération des défenses d'éléphants et autres objets d'art en ivoire ou encore ses analyses sur les prédispositions de la Camerco à passer à la vitesse supérieure. Ce grand reporter est l'un des ténors du quotidien Le Messager.
Il donnerait beaucoup pour débarrasser la Cameco de tout soupçon. Normal, Jean-Claude Nkengpe est le directeur commercial et marketing de Cameco depuis octobre 2015. Ce mastodonte a plus d'un tour dans sa poche pour restituer l'image véritable et les progrès de l'heure de la compagnie aérienne camerounaise. Son CV fourni affiche autant de postes de responsabilité. Retenons que ce détenteur d'un DESS en gestion des entreprises à l'université de Cayenne en France depuis 1984 n'a pas eu le temps de chômer. Embauché après sa sortie de l'école à la Cameroon Airlines en qualité de cadre commercial, il passera de poste en poste dans cette même entreprise jusqu'en 2006 où il revêt le costume de directeur général de Pacific Holding SA, une société spécialisée dans le marketing de divers produits Cameroun et CEMAC. C'est à la faveur d'une nomination qu'il retourne en 2015 à la compagnie de son premier emploi. Et d'abord, un commentaire d'actualité sur la triste nouvelle du jour, la mort d'une icône de la musique africaine, mort sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Abidjan. Comme dans un mauvais rêve, il en était à sa 4e chanson. Il interprétait depuis une vingtaine de minutes déjà sur la scène lorsqu'il s'était écroulé, conduit à l'hôpital de Makori. Il est mort aux aurores. Lui, il s'appelait Papa Wemba, il avait 67 ans. Première réaction avec vous, Jean-François Shannon, vous l'avez bien connu parce que longtemps vous êtes illustré comme un journaliste culturel et vous avez parcouru ces scènes, y compris ces scènes où s'est produit Papa Wemba qui a véritablement marqué la chanson africaine. Oui, je suis d'abord journaliste culturel et c'est une très très mauvaise nouvelle. Quand je l'ai apprise, j'étais un peu déconcerté parce que Papa Jules, un peu comme je l'appelais, était d'abord un immense talent pour la musique africaine. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un crée un label comme Viva Musica, qui a révélé les Koffi Olomide, et puis d'autres grands chanteurs africains, et qui puissent arriver à mourir comme Molière sur scène, hein, et peut-être comme d'autres grands artistes, je pense à Yves Montand, c'est-à-dire qui, la veille de son dernier tournage, était sur scène et le malaise lui arrivait justement sur scène au point d'aller mourir. Je pense que Papa était un artiste plein et qui a pensé à pouvoir faire de l'Afrique une grande destination musicale et donner à ce continent la capacité de pouvoir rayonner sur le plan artistique. Et la mort de Papa nous plonge dans un peu comme on pourrait imaginer un jour que Manu Dibango s'en aille ou Anne-Marie Dié. Alors, Dieu merci, on n'en est pas encore là. Oui, on n'en est pas encore là, mais je voudrais dire une chose quand même. On va revenir. Non, juste pour dire une chose très rapide, pour dire que Papa était quelqu'un de très généreux sur le plan artistique et sur le plan personnel. Je me rappelle, quand il est venu au Cameroun, j'étais consultant aux rencontres musicales du Cameroun dont on regrette fortement la disparition. Il était venu dans les intercessions avant le festival. J'étais allé à Douala avec Alessio, qui est vivant d'ailleurs, et d'autres personnes pour l'accueillir. Et on a passé 3 jours à converser et je m'étais rendu compte que tout ce qu'on avait dit sur Papa, c'était qu'il aimait la musique africaine et il aime, j'allais dire, il importait parce qu'il était en Europe depuis 1980 et il importait beaucoup de talents africains. Et on l'a accusé comment dire, d'immigration clandestine. Il a d'ailleurs fait 3 mois de prison. 3 mois de prison. Et je pense qu'on n'en parle pas en France aujourd'hui. Parce que la plupart des talents africains n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer en Afrique. Il n'y a pas de studio, il n'y a pas de label et autres. Et
papa essayait de le faire. Vous êtes intéressable sur Papa Wemba, on vous comprend, vous l'avez bien connu. On va permettre aussi à Roger Ngoyom, bonsoir. Bonsoir, Robert. Roger qui est un grand mélomane et qui a aussi bien connu Papa Wemba, connu, dansé, apprécié. Je suis tenté de dire qu'il ne l'a pas connu, qu'il ne l'a pas dansé, qu'il n'a pas dansé, qu'il n'a pas écouté ses œuvres. Je l'ai rencontré, c'était peut-être furtif, mais c'était ici à Yaoundé en 2010. Il était venu pour un événement d'une entreprise brassicole. Et il avait partagé la scène avec Manu Dibango. Et nous avons échangé quelques minutes et j'avoue que ça avait été un moment qui m'a marqué. Déjà sa simplicité, son abord facile, cette volonté de partager, tel que Shannon le disait. Et qu'il meure ainsi sur scène, c'est quelque chose qui finalement en rajoute à la grandeur de ce qu'il a été et qui va certainement marquer tout le continent, en tout cas tous les mélomanes qui savent apprécier la qualité des œuvres qui reposent en paix. C'est une grosse perte pour la musique africaine et même mondiale. Absolument, on n'aura pas fini en cette édition, en quelques mots, en 2 prises de parole, de parler de cet immense chanteur qui s'en est donc allé dans les conditions évoquées plus haut. On aura l'occasion d'y revenir dans des émissions plus spécialisées. Je vous propose de revenir à l'actualité nationale, dominée en ce début de semaine par une cérémonie inédite, donc l'incinération de 2000 pointes d'ivoire et plus de 1753 objets d'art en ivoire saisis auprès des trafiquants. Le gouvernement de la République a parlé d'un signal fort dans la lutte contre le braconnage. Je vous propose du reste d'écouter en guise de focus le ministre des Forêts et de la Faune, Ngolé Philippe Gouessé, qui répond d'abord, une fois de plus, à cette question qui s'est posée toute la semaine. Pourquoi brûler les pointes d'ivoire alors qu'on aurait pu les vendre aux enchères, comme c'est souvent le cas d'autres saisies opérées par le ministère des Forêts. Je vous propose, pour planter en guise de mise en bouche du débat, d'écouter le ministre des Forêts et de la Faune. Le Cameroun a ratifié la Convention de Washington sur le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cette convention date de 1973. Le Cameroun l'a dûment ratifiée. Cette convention classe les espèces sauvages de faune et de flore selon les catégories. Les espèces de catégorie A sont celles qui bénéficient d'une protection absolue. Les éléphants figurent dans la catégorie A. Cela voudrait dire que l'éléphant, au même titre que toutes les autres espèces classées dans cette catégorie, bénéficie d'un régime spécial. Signal fort donc pourquoi? Depuis quelque temps, nous saisissons les défenses d'ivoire entre les mains des braconniers et des trafiquants sur le territoire camerounais que nous gardons dans nos magasins. Au terme de la Convention de Washington, il n'est pas possible de les mettre en vente. À notre connaissance, à l'heure actuelle, il n'existe pas de marché légal d'ivoire. Alors, comment donc continuer à conserver les ivoires saisis entre les mains des braconniers et des trafiquants si nous ne pouvons pas les vendre? Le chef de l'État a donc décidé de les faire brûler. En cela, il a été question d'envoyer un message multidimensionnel. Le premier message, effectivement, c'est d'afficher la volonté du Cameroun
de mettre en œuvre les dispositions d'une convention qu'il a ratifiée. Le deuxième message consiste à afficher la détermination du chef de l'État à traquer les braconniers et les trafiquants des produits d'ivoire. Le troisième message est adressé aux éco-gardes qui, de jour comme de nuit, veillent à ce que la population d'éléphants encore en vie dans nos aires protégées est sauve. Et le quatrième et dernier message, il a été question de mettre ces ivoires hors de portée de toute forme de convoitise. À partir du moment où ces espèces emblématiques, les éléphants, les lions et j'en passe, sont considérées comme le patrimoine commun de l'humanité, que nous, les pays qui avons la chance de les héberger, ne portions pas seuls la responsabilité en tant que gardiens pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer leur survie. Il faudra également que ceux qui se proclament copropriétaires de ces espèces puissent s'associer à l'effort en nous apportant les appuis nécessaires. Il ne s'agit pas pour nous, nous ne sommes pas en train de demander une manne. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les défis et les enjeux aujourd'hui sont de telle sorte qu'il est pratiquement impossible pour un seul pays de les affronter. C'est toute une mafia. Pour pouvoir la pénétrer, je ne sais pas ce qu'il faut comme effort pour pouvoir y parvenir. Toujours est-il que les services spéciaux, spécialisés de l'État sont derrière ces réseaux pour essayer de les démanteler. Interpol a même été associé à l'exercice. Effectivement, comme vous l'avez dit, de temps en temps, on retrouve certains gros bonnets derrière. Mais rassurez-vous, ces gros bonnets ne nous impressionnent pas du tout. Toutes les fois qu'il nous a été donné de mettre la main sur les braconniers, quel que soit leur calibre, mes personnels et moi-même avons toujours essayé de faire notre travail. Et nous sommes d'autant plus rassurés que la haute hiérarchie nous appuie dans cet exercice et nous encourage. Je retrouve Jean-Robert Onana, chef de la communication au ministère des Forêts et de la Faune. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Aimé Robert. C'est un combat à mort contre le braconnage. Oui, c'est un combat à mort, d'autant qu'aujourd'hui, le braconnier n'est plus cet individu armé de flèches, armé de lances, armé d'un simple fusil de chasse. Le braconnier est un militaire formé, à l'allure d'un militaire formé. Les braconniers sont armés aujourd'hui d'armes de guerre et viennent en meute pour affronter les éco-gardes, pour s'emparer des espèces emblématiques, notamment des éléphants. Et il faut dire, selon les sources puisées d'ailleurs auprès de votre documentation, que le Cameroun n'est pas le premier dans la liste des pays à détruire les pointées d'ivoire. Avant nous, il y a eu le Kenya avec 12 tonnes, le Gabon avec 5 tonnes. Le 5e pays africain. Voilà. Et même les pays occidentaux, la France, oui. En 2014, les États-Unis. 3 fois déjà, les États-Unis. La Chine. Oui. Et pour revenir au Cameroun, on dénombrait on parle de 21 000, 22 000 ou 22 000 20 000, environ 20 000. 20 000 têtes d'éléphants en 2010. Après Boubandida en 2012 et les éléphants dont on a saisi les pointes aujourd'hui, on estime que cette population, elle est estimée à bien moins que ça aujourd'hui. Oui, elle est estimée bien moins que ça aujourd'hui. On n'a pas encore fait d'inventaire,
Mais il va de soi qu'après Boubangida, la population d'éléphants au Cameroun n'est plus la même. Nous parlons de Boubangida aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé hors de nos frontières, bien avant le massacre de Boubangida, au parc national des Akouma au Tchad, qui est contigu pratiquement au parc national de Boubangida, où les mêmes braconniers venus du Soudan, on les appelle les cavaliers, ont pratiquement décimé la population d'éléphants à Zakouma au Tchad. Jean-Bruno Taille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert. On le disait, ce n'est pas une partie de plaisir, la lutte contre le braconnage. On parle ces dernières années d'au moins 3 éco-gardes et 4 gardes-chasse villageois tués par les braconniers. On ne dénombre pas toute l'espèce faunique qui a été également éliminée. Et on parlait tout à l'heure dans l'entretien avec le ministre de ces réseaux du mal qui ont des tentacules parfois insoupçonnés. Absolument, le braconnage n'est plus ce qu'il était. Il s'est malheureusement modernisé parce que effectivement les braconniers aujourd'hui sont des gens qui utilisent des armes de guerre. C'est des gens qui sont très bien formés, qui savent très bien ce qu'ils font parce que c'est un commerce qui est juteux et donc ils ont les moyens conséquents pour pouvoir continuer ce commerce illicite. Et donc on a encore en souvenir le massacre des éléphants qu'il y a eu à Boubangida, et donc c'était des gens qui étaient très très bien armés face à des éco-gardes qui malheureusement n'avaient pas un armement conséquent pour pouvoir faire face à cette attaque-là. Donc je pense que le défi aujourd'hui... Il a fallu que le chef de l'État déploie l'unité d'élite, le BI, pour enrayer la menace. Voilà, et donc à l'époque on parlait, il y avait les sources divergeaient sur l'origine des braconniers. D'aucuns voyaient des gens qui seraient venus du Soudan, vous imaginez. Donc c'est vraiment quelque chose de très très organisé aujourd'hui et la riposte également doit être bien organisée. On ne peut plus laisser la protection de nos espèces rares simplement entre les bras, entre les mains des éco-gardes qui font déjà un travail remarquable, mais aujourd'hui la menace elle est beaucoup plus importante que celle à laquelle on a souvent été habitué, et donc il faut des moyens conséquents pour permettre de protéger nos espèces, parce qu'à l'époque le monde entier s'en était ému quand même. Oui. Alors Jean-Robert, est-ce que notre riposte est à la mesure de la menace? Oui, la riposte a été là. Il vous souvient que juste après le massacre de Boubangida, le chef de l'État a déployé l'unité, les forces spéciales au parc national de Boubangida. Et quelques mois après, jusqu'aujourd'hui, le parc est presque sécurisé. Il faut dire que les actions qui ont été entreprises ne se déploient pas uniquement au niveau national. Il y a une gestion transfrontalière qui se déploie aussi avec le Tchad. On a le trait national Tchad, Cameroun, Centrafrique qui se déploie dans la zone de Boubangida. Il y a aussi plus au sud d'autres initiatives transfrontalières, notamment pour ce qui concerne le trait national de la Sangha entre la RCA, le Cameroun et le Congo, le Tridom entre le Cameroun, le Congo et le Gabon, et d'autres initiatives aussi entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Alors, Jean-Roger, en lisant la... Oui. Jean-Robert, je voulais dire Jean-Robert. Jean-Robert. Alors, en lisant la loi, la loi dans son article 78 nous rappelle que les espèces animales vivant sur le territoire national sont réparties en 3 classes de protection, A, B, C. Donc, il n'y a pas que les éléphants qui relèvent de la classe A, mais il y a également la classe B et C. Et c'est là-dedans, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont couverts par le fameux droit d'usage, parce que les riverains ont quand même droit à profiter un peu de notre faune, non? Parce qu'on a l'impression que le tout protection fait qu'on ne peut plus toucher à rien. Non, il y a le droit d'usage qui se déploie notamment pour ce qui concerne la classe C. Là, les riverains ont le droit de récolter quelques gibiers, mais ne peuvent pas le vendre. Oui. Donc, on peut tuer le phoque-épi, oui. Ou le manger, mais... La loi n'interdit pas aux riverains de faire des prélèvements
Mais il faut, ces prélèvements sont encadrés par la réglementation. Alors qu'il y a les animaux qui relèvent de la classe A, comme l'éléphant. Interdiction totale. Interdiction totale d'y toucher. Jean-François? Non, moi je vais me situer dans une mesure possible aux antipodes. Je suis originaire d'une région très très enclavée qu'on appelle le Noamekim, et notamment l'arrondissement de Yoko. J'avais à peine 9 ans. J'ai mangé la viande de l'éléphant. À peine. J'étais allé en vacances au village et c'était une fête au village parce qu'on a tué un éléphant. Et je n'avais pas la conscience que Jean-Robert a aujourd'hui, parce que les braconniers, effectivement, on les appelait les tueurs d'éléphants. Quand ils arrivaient dans un village, c'était une fête, parce qu'ils venaient juste chercher les pointes d'ivoire et s'en allaient aussitôt. C'est-à-dire que ils créaient une fête au village parce qu'il y avait de la viande à gogo pour toutes les familles. Et évidemment, parce que quand on tue l'éléphant, vous voyez bien que même si vous n'êtes pas le neveu du braconnier qui a tué l'éléphant pour des causes bien construites. Je salue effectivement ce que... Encore que le braconnier s'en va avec la partie utile entre guillemets. C'est-à-dire que... Notamment les pointes d'ivoire. En fait, le braconnier, celui qui tue, n'est pas effectivement le braconnier en tant qu'utilisateur du produit. Il y a une filière. Il y a une filière. Et ça date de très 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 longtemps. Moi, je pense qu'on doit peut-être revoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté africaine et nationale de protéger effectivement ces espèces rares? Et pourquoi on les protège? Est-ce parce que la communauté internationale les protège ou parce qu'il y a un système national à permettre de leur Jean-Robert va répondre. Jean-Robert va répondre. Non, Jean-Robert le répondra, mais je vais dire une chose. Non, permettez, le temps imparti à cette séquence arrive bientôt à son inspiration. Jean-Robert va répondre. Il y a un système national, international. Si Encore qu'il faut bien repréciser ceci. Entre la loi nationale et internationale, il n'y a pas de différence. Le Cameroun a ratifié la convention CITES et a renforcé le dispositif en adoptant, en ratifiant l'amendement CITES de Gaborone qui permet aux institutions régionales d'intérêt économique d'être parties au CITES. Parce que jusque-là, ce n'était que des États qui étaient partis au CITES. Donc la réglementation nationale et internationale s'est renforcée. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible de faire le commerce de l'éléphant et d'autres espèces emblématiques. Alors je lis la loi en son article 80. Il y a des alinéas sur l'interdiction d'un certain nombre d'objets ou de matériel. Il est par exemple dit un alinéa qui interdit, sauf autorisation spéciale de l'administration chargée de la faune, importation, vente et circulation des lampes de chasse. Et pourtant on en voit à tous les coins de rue, dans tous les villages, tout le monde a sa lampe de chasse. Alors toutes ces lampes-là qui arrivent sur notre marché, elles ont fait l'objet d'une autorisation. Je vous dirais que ces lampes sont saisies sous certaines conditions. Au même titre que les fils de fer qui sont utilisés pour décimer la population animale. C'est saisi sous certaines conditions. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de tuer l'éléphant comme le disait Shannon, encore qu'à l'époque où il avait 9 ans, la population d'éléphants était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est peut-être à moins de 10 000. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la fin, hein, si on y prend garde. Il n'y a pas encore eu un inventaire. Il n'y a pas eu un nouvel inventaire. Mais on est en dessous des 20 000 aujourd'hui. Je crois. Mais il faut se dire que la saignée a été importante pour faire l'inventaire des éléphants. Il faut des moyens importants. C'est pour cela que ce soit le ministre des Forêts et de la Faune ou bien même le chef de l'État, il y a eu appel à la communauté internationale pour aider le Cameroun, parce que depuis Rio, ces ressources
dont la disparition suscite l'émoi au niveau international, ne sont pas uniquement les ressources du Cameroun. C'est un patrimoine commun de l'humanité. C'est pour cela qu'il est demandé aujourd'hui à la communauté internationale d'appuyer les efforts du Cameroun. On parle d'un plan de sécurisation des aires protégées de 125 milliards à mobiliser en 5 ans. En 5 ans. Encore que nous sommes presque à la fin, on est à 1 an de l'expiration de ce plan. Et, comme l'a dit le ministre des Forêts et de la Faune, les mois qu'avait suscité le massacre d'éléphants n'a pas été suivi par l'action de cette communauté internationale. Qui a fait des promesses au demeurant. Qui a fait des promesses au demeurant. Dont la concrétisation reste attendue. Tout à fait. Alors, Roger Ngoyom, il y a également un volet pénal. La loi, en ces articles 154, 156, 157 et 158, parle de ces différentes sanctions qu'encourent les personnes suspectes de braconnage. Ça va des amendes et même à des emprisonnements fermes. Mais certains pensent que la loi en son temps reste relativement souple, qu'il faut corser davantage ces amendes. Il y a des amendes de l'ordre de 5 000 francs dans la loi aujourd'hui, de l'ordre de 50 000 francs. Ça va peut-être jusqu'à 3 millions, jusqu'à 10 millions. Mais jusque-là, certains pensent que, vu le préjudice, il faut taper plus fort. Je suis de cet avis-là, parce que, à la limite, ce sont des broutilles. Pour ceux qui se rendent coupables de ces actes, je veux dire que s'ils viennent à être sanctionnés pour 1 million, quand on sait ce que leur apporte cette activité, je crois qu'ils pourraient être dans des attitudes où ils seraient à rire de cela. Donc je pense qu'ils devraient avoir une plus grande fermeté. Et en cela... Il y a des peines d'emprisonnement de 10 jours. Voilà, je vous dis que c'est quand même assez souple de mon point de vue. Vu la détermination qui semble se dessiner, que ce soit à l'échelle nationale ou bien au-delà, je pense qu'il faudrait un ajustement et une adaptation de la loi par rapport à cet esprit. Donc, qui irait avec plus de fermeté, avec des sanctions pécuniaires beaucoup plus lourdes et surtout des sanctions pénales, mais vraiment plus corsées. Il faut d'ailleurs dire, Aimé Robert, je suis d'avis avec Roger, que les peines sont très légères. Les observateurs et même les experts sont d'avis que les peines sont légères. Et c'est pour cela que dans le cadre de la révision de la nouvelle loi, la loi 94 sur la faune, sur les forêts et la faune, dans le nouveau dispositif en gestation, il est prévu un renforcement du dispositif pénal. Dernière question, Jean-Robert. Vous êtes satisfait par l'accompagnement, parce qu'il y a quand même un volet multisectoriel dans la lutte contre le braconnage, vous êtes satisfait par l'accompagnement des autres acteurs? Oui. Public et ONG et autres? Oui, je crois que l'accompagnement des ONG, des acteurs institutionnels est salutaire. Imaginez-vous actuellement la présence du BIR, des forces spéciales camerounaises dans des parcs du Cameroun est salutaire. Et cette présence a permis de dissuader ceux qui tenteraient de se promener encore dans nos parcs. Mais il reste quand même à susciter, à renforcer les synergies, parce qu'aujourd'hui, dans les parcs nationaux, il ne se pose plus seulement un problème de sécurité, il y a un problème d'orpaillage, notamment dans les parcs nationaux à l'est, à l'est, à Lobéké. Donc, il y a l'orpaillage, il y a la transhumance des animaux. Il est important de renforcer ces dispositifs. C'est encore le maillon faible de ces synergies. On aura l'occasion d'explorer. Non, Jean-François Chanon. C'est important de le dire. Tout est important, Jean-François. Si vous permettez, tout est important, y compris le sujet qui va suivre. Donc, je vous remercie, Jean-Robert, d'être venu nous voir. Permettez-moi de lancer le prochain sujet. Merci d'être venu nous voir. Mais avant de partir, je vais vous demander donc de regarder ce sujet avec cette jeunesse qui nous fait honneur. Il fait partie de cette catégorie des jeunes qui osent. Lui, c'est Christian Leke, c'est un jeune Camerounais de 26 ans seulement. Il vient de remporter le titre du Commonwealth Youth Champion. C'est un titre acquis grâce à son plaidoyer sur la thématique centrée sur la paix, la sécurité et la jeunesse contre les violences extrémistes. C'est le portrait de la semaine, une signature de Daniel Mananga.
Là où j'étais né, c'était à Fiango Kumba, là où j'ai grandi dans la violence. J'ai vu ça devant moi. J'ai vu mes amis, ils étaient tués. Et les maisons de mes amis ont brûlé. Et on a même brûlé un de mes amis sur la route. Et tout ça m'a vraiment touché. Une enfance difficile transformée en un conte de fées. Christian Achaleke utilise son traumatisme comme une arme. Je suis un jeune engagé, comme la plupart des jeunes qu'on a dans ce pays. La fibre activiste se stimule dans son Kumba natal en cycle primaire et secondaire. Puis Christian se forge à l'université de Boya où il décroche une licence en sciences politiques. L'université de Yaoundé 1 le replonge dans sa passion grâce aux cours de théâtre. En 2007, je travaille avec l'organisation. Là, quand ils ont leur programme de sensibilisation, je viens avec mes amis et on fait un petit théâtre. Et j'ai continué dans la société civile comme un volontaire avec une organisation locale Yukona. En 2015, mon équipe et moi, on a fait un projet avec les enfants de la rue. C'était à Ouada, sur la thème de la radicalisation des enfants de la rue. Les occasions de s'exprimer se présentent avec des messages poignants de non-violence. En 2013, j'ai fait mon premier voyage à l'étranger pour représenter mon association et pour parler au milieu jeune. C'était en Ghana. Les petites choses qu'on faisait, les formations, les entretiens avec les jeunes, on met les rapports en ligne avec mes amis. En 2015, on m'a invité en Jordanie pour participer au Forum mondial sur la paix et la sécurité. 2 mois après ça, on m'a appelé comme un guest speaker, comme invité spécial. Le jeune activiste se fait entendre sur les grandes tribunes, à Londres, Washington, aux 4 coins du monde, au point même de faire bouger les lignes. J'étais aux États-Unis et après ça, on a parti aux Nations Unies dans l'Assemblée avec tous les chefs d'État. Obama était là et tout le monde était là. Pendant la réunion, on a venu seulement me dire, Achaleke, tu vas travailler sur le Youth Action Agenda to Counter Violent Extremism. C'est un document, c'est un policy document. En décembre, on a adopté cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. On appelle ça résolution 2250. Achaleke Christian Leke, le nouvel ambassadeur des jeunes Camerounais au Commonwealth. C'est le prix pour le Commonwealth Youth Award of Excellence comme championnat d'Afrique. C'était une demande d'application qu'on avait envoyée. Donc j'avais rempli et j'ai envoyé. Le ministère de la Jeunesse m'avait soutenu avec une lettre. J'étais parmi les 17 qu'on a choisi entre 300 jeunes. Celle-ci, c'est le final. C'est championnat du monde. On appelle ça le prix de Commonwealth Young Person of the Year. Avant le jour de cérémonie, la reine d'Angleterre m'a reçu en audience. Elle est venue vers moi, j'étais habillé dans l'habit Bamenda Kona. Et elle m'a vu et elle a souri et elle m'a tendu ma main. Je me suis dit, Your Majesty, thank you very much. Et elle m'a dit, we have heard about you. You are the young man who is fighting against violence. La 3e distinction, c'est actuellement le Commonwealth Champion. J'étais le premier jeune d'être nommé comme Commonwealth Champion. Commonwealth Champion, c'est un programme lancé par le secrétaire général de Commonwealth. 3 distinctions d'un coup, honneurs et privilèges s'en suivent. Voyage officiel, médiatisation, comme une star. Sur le plan diplomatique et politique, il a fait avancer le Cameroun au niveau international et surtout dans le Commonwealth. D'abord, il est humble. Il est né à Kumba, d'origine parentale très modeste. Il a cette motivation et détermination de réussir dans la vie. Je suis en train de travailler sur la capacité que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis là où je suis. Je ne suis pas prêt de risquer ma vie ou de changer mon parcours. Je suis un chrétien, je suis catholique. Mais jusqu'ici, le fils de Kumba garde les pieds sur terre. À 26 ans, un master en histoire des relations internationales en poche, Christian Achaleke compte poursuivre ses études pour maintenir la flamme de l'activisme jeune.
Scène de presse et le fil de l'actualité. Place nette à la deuxième une de Scène de presse Camerco, notre compagnie nationale de transport aérien, dont on espérait écrire de très belles pages après son vol inaugural du 28 mars 2011. Mais 5 ans après, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'acquis et des défis, beaucoup d'actifs et de passifs, qu'on peut résumer en 2 colonnes. À ma gauche, donc, le passif, en 5 ans, 4 directeurs généraux, un sureffectif, plus de 700 employés pour une flotte réduite à sa simple expression, 5 avions, une dette de 34 milliards de francs CFA, un déficit mensuel de 1,5 milliard de francs CFA, des créances impayées auprès des fournisseurs. À ma droite, colonne des actifs, une certification en ce début avril de l'IOSA de l'IATA, l'Association du transport aérien international, qui regroupe 250 compagnies. La Cameco a réussi à passer les 2800 standards internationaux, malgré son état décrit plus haut. Une compagnie qui est aussi donc entre le bon et le moins bon. Ai-je oublié quelque chose, monsieur le directeur? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Bina. Je voudrais d'abord remercier la CRTV de donner à Camerco l'occasion de s'exprimer sur un sujet aussi important qui intéresse beaucoup de Camerounais. Je crois que vous avez parfaitement résumé la situation actuelle de Camerco, mais beaucoup reste à dire. Tout à l'heure, j'espère que vous me donnerez l'occasion d'en parler. Et d'abord, on voudrait savoir quand revient notre DIA. Le DIA partit en révision au mois de novembre 2015, je crois. On a annoncé la révision en Éthiopie pour 1 mois seulement. Et nous voici en 2016. Quand revient le DIA? Tout à fait. Le DIA est allé en Éthiopie dans le cadre d'une révision qu'on appelle la Check C. C'est en d'autres termes la grande visite. Donc cet avion est allé en révision, on désosse complètement l'avion pour voir tous les aspects intérieurs de l'aéronef. Malheureusement, donc, au cours de cette check C, il s'est avéré qu'il y a une corrosion importante à l'arrière de l'appareil qui était importante. Et Boeing n'avait pas ces pièces disponibles dans leur stock. Donc il a fallu passer une commande spéciale auprès de Boeing qui a dû fabriquer la pièce. Et à l'heure où je vous parle, la direction générale s'est rendue à Addis Abeba pour voir exactement où est-ce qu'ils en sont. Et dès début mai, le DIA va revenir à Douala. Autre question que les Camerounais se posent après le vol inaugural des MA60, les 2 MA60, le 29 janvier 2016, après des péripéties sur lesquelles on ne va pas revenir ici ce soir. Quel est l'apport de ces MA60 tant attendus dans l'équilibre de Cameco, notamment dans la desserte des vols domestiques et sous-régionaux? Tout à fait. Les MA60 sont pour Cameco, constituent pour Cameco un espoir extrêmement important. D'abord, je dois dire qu'après les vols inauguraux des MA60 le 23 janvier, contrairement à ce qui a été dit, dès le lendemain, nous avons commencé à opérer 2 vols par jour entre Douala et Yaoundé. Jusqu'à la fermeture de l'aéroport de Douala, du 1er au 21 mars, vous vous en souvenez, nous avons transporté 1134 passagers en MA60 entre Douala et Yaoundé. C'est important. Sans le moindre incident. Sans le moindre incident. D'ailleurs, l'équipe commerciale que je dirige s'est permis de rencontrer de nombreux passagers pour avoir leur impression. Et je peux vous dire que contrairement à certaines idées reçues, tous étaient contents. C'est un avion qui n'a aucun problème. Malheureusement, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent pour la suite du déploiement des MA60 sur le réseau intérieur notamment. Vous savez que les aéroports camerounais sont gérés par l'autorité aéronautique. Donc il faut mettre en place un dispositif de sécurité pour permettre à ces aéroports de se poser à Bafoussam par exemple. Donc nous travaillons de concert. Donc quels sont les aéroports qui doivent être mis aux normes? Alors notamment le Bafoussam. premier, Bafoussam. On commence par Bafoussam, nous avons Koutaba, nous avons Bertois. Ngaoundéré. Ngaoundéré, ça va être, il n'y a pas de normes en tant que tel parce que Ngaoundéré est prêt à recevoir les MA60.
Mais Ngaoundéré, on a un problème d'équipage. Vous savez, on a lancé les vols inauguraux avec des équipages étrangers. On a pris un équipage zimbabwéen, un équipage congolais pour le lancement. Et d'ailleurs, j'ai saisi l'occasion pour vous annoncer ce soir que le premier équipage camerounais sur MA60 a été lâché hier. Donc, ils ont volé sur Douala, la ligne Douala. Exactement, c'est-à-dire en fait qu'ils sont lâchés, ça veut dire qu'ils ont commencé à voler depuis un moment, mais c'est un processus au bout duquel il y a ce qu'on appelle en termes techniques un lâcher. Ça a été fait hier. Parole à un grand voyageur, Roger Ngoyom. Je ne travaille pas en secret. Pour ceux qui sont dans les milieux de la presse, ils savent que vous êtes un grand voyageur. Je me permets de vous poser cette question presque personnelle. Votre dernier voyage à Paris qui remonte à il y a quelques semaines seulement, ou quelques mois quand même. Quelques mois, c'était à bord d'un Cameco? Non, malheureusement. Donc vous ne faites pas du patriotisme économique? Mais attendez, on est dans un secteur concurrentiel où la qualité du service est un élément important, un facteur important. Et je crois qu'à ce moment-là, en tout cas sur cette desserte, pour moi, la Cameco n'offre pas le service qui me permettait d'emprunter cette compagnie pour ce. Ils n'offrent pas le service ou bien ne vous offrent pas les garanties? Tout cela réuni. Donc je crois quand même que j'ai eu une expérience importante avec cette compagnie comme client régulier sur les vols intérieurs et avec quelques expériences malheureuses sur les vols régionaux. J'espère que ce qui est annoncé va permettre quand même de redorer un peu le blason de cette compagnie parce que on n'a que des raisons d'être inquiets, notamment pour ceux qui en ont fait l'expérience. Donc il y a un travail, et je veux réagir à ce qu'il a dit par rapport au DIA. J'espère que la révision qui est en phase terminale a permis également de reconfigurer l'avion et d'avoir un intérieur aux normes. Je vous dis que c'était quand même mieux d'avoir fait 6 heures de vol avec un avion qui n'offre pas au moins cette vidéo personnalisée qui agrémente le séjour. Donc je crois que c'est quand même un avion de type ancien, il faut le dire. Et si ce n'est pas le prix et le fait quand même que sur Paris c'était un vol direct, généralement ceux qui ont des soucis de confort ne vont pas se diriger au regard de l'offre qui est abondante sur cette destination, ne vont pas naturellement se diriger là-bas. Donc je crois qu'il y a pas mal d'efforts à faire, on en parlera. Jean-Bruno, on reste dans ce descriptif de l'état des lieux, de l'espoir déçu des Camerounais au regard du lancement tambour battant du 28 mars 2011. C'était une cérémonie retransmise en direct à la télévision. On sortait du naufrage de Camer même qui avait connu son heure de gloire avant de plonger. Et on s'était dit plus jamais ça. Malheureusement, en 5 ans, on est passé par toutes les phases avec Cameco, des phases d'espoir, d'euphorie, mais également des phases de déception. En fait, Aimé Roubail, la situation de la Cameco ressemble étrangement à celle des Lions indomptables. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des Lions indomptables. Chaque année, on change le sélectionneur, on fait de grands discours, mais les résultats ne suivent pas. C'est exactement la même chose avec la Camer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Camer, on change les managers très très régulièrement. Vous avez donné le cycle de changement des managers tout à l'heure, mais l'entreprise ne réussit pas véritablement à décoller. Ça veut dire que les problèmes sont ailleurs. Les problèmes, ils sont structurels, les problèmes, ils sont également politiques, parce que tout cela interroge la capacité de l'État du Cameroun à pouvoir se doter d'une compagnie de transport aérien viable. Et donc pour le faire, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre pour pouvoir véritablement faire décoller cette entreprise. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a beaucoup de discours, mais on ne va pas au fond des choses pour doter quand même cette entreprise de véritables avions. On peut continuer de faire le cocorico autour du DIA, pour dire ouais c'est une fierté camerounaise, mais la réalité c'est que c'est un avion aujourd'hui dépassé. C'est un avion qui est largement dépassé. La preuve, cet avion a passé beaucoup de temps en Éthiopie parce qu'il fallait
fabriquer une pièce pour que Boeing ne fabrique plus. Boeing ne fabrique plus. C'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez une compagnie de transport terrestre avec des Saviem. Saviem, on ne fabrique plus Saviem, donc il faut trouver les pièces ailleurs. Donc c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il est question pour l'État du Cameroun de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous voulons avoir une compagnie de transport aérien fiable, compétitive, capable de faire face à la concurrence qui est très très rude dans le domaine? Si tel est le cas, on met les moyens qu'il faut. Quand vous faites une petite comparaison avec des pays qui sont à peu près au même niveau que le Cameroun, le Rwanda, ils achètent les A320. Le Rwanda au même niveau que le Cameroun? Enfin, un peu moins même que le Cameroun, bien même. Et donc, ils réussissent à acheter des avions neufs pour faire fonctionner leur compagnie de transport aérien. L'autre jour, j'apprenais qu'ils ont inauguré une ligne directe en Inde. Vous regardez la Côte d'Ivoire qui achète également des Airbus, achète des qui est au même niveau que nous, ça, qui est au même niveau que nous, mais qui réussit à faire fonctionner son entreprise de tout à fait évolutive, parce qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement les géants dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Au Cameroun, aujourd'hui, on dit la Camer a des dettes de 34 milliards. Oui, 34 milliards, quand on en parle, c'est beaucoup, mais dans le secteur de l'aéronautique, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, il faut renflouer le capital. On va y revenir. On va revenir sur les solutions. Je vous propose d'en finir avec l'état des lieux. Il y a beaucoup de questions que les Camerounais se posent, notamment sur ce sureffectif. Plus de 700 employés pour une flotte qui à un moment avait même 3 avions. Aujourd'hui, on parle de 5 avec les 2 MA60. Comment vous faites avec 700 employés pour cette flotte? Oui. Tous les experts que nous avons interrogés attestent que vous êtes en sureffectif. Tout à fait, tout à fait. Si on tient compte de la flotte actuelle, on peut considérer que nous sommes en sureffectif. Camer compte aujourd'hui exactement 731 agents. Donc ça fait un ratio de plus de 140 agents par avion. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, on va en parler au niveau des solutions. Mais sur ces 731 agents, oui. Des sources bien informées nous indiquent que là-dedans aussi, il y a eu beaucoup de recrutements fantaisistes. Ça ne date pas de vous, hein, ça date de la première équipe ou la deuxième équipe managériale qui aurait fait beaucoup de... on n'en parle même pas au conditionnel, c'est des sources sûres. Il y a eu beaucoup de recrutements fantaisistes. Comment vous faites avec tous ces agents, ce trop-plein qui n'est pas à sa place? Vous n'envisagez pas un plan social? Absolument. Ce qui est important de dire, c'est qu'à très court terme, tout à l'heure on va en parler, nous pensons, avec le plan de relance que Boeing nous a proposé, avoir 8 aéronefs. Il y a 3 qui vont rentrer très rapidement dans la flotte de Camerco. Donc, tout de suite, vous allez voir que le ratio sera à peu près de 100 personnes, 100 agents par appareil. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, s'il y a eu quelques personnels qui ne sont pas du tout à leur place, ça va être rapidement réglé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le ratio aujourd'hui est au-delà des normes parce que, en prévision de la flotte qui devait être renforcée, il y a eu des recrutements également qui ont été faits. Il y a également certains personnels plus aguerris qui ont une expérience pour encadrer un peu les jeunes qui ont commencé avec la Camerco. Oui, Roger? Oui, je veux dire que pour le coup, ça a été une anticipation un peu spéciale. Je veux dire que c'est 700, ça va faire bientôt 2 ans. Alors, s'il faudrait qu'on anticipe à ce point pour des avions qui vont arriver à une date qu'on ne connaît pas encore, je trouve qu'il y a quand même un problème. Je dis qu'il y a un problème de cohérence même dans la mise en œuvre de ce plan. Je dis que ces recrutements doivent se faire en ayant une claire idée du moment où les acquisitions doivent être faites. Alors, si on le fait et puis les avions viennent 3 ans après, il y a un problème. Dans l'intervalle, ça continue à creuser le déficit. Ça continue à creuser le déficit. Voilà. Et voilà, donc je crois quand même une petite seconde, s'il vous plaît. Oui, prenez la seconde. Voilà, pour vous préciser que tout à l'heure, je vous ai parlé d'équipage. Voilà on est après le 23 janvier. Le premier équipage camerounais a été lâché hier. Comptez le nombre de mois que ça fait. Dans l'aviation, il y a des normes qu'il faut respecter. Donc, c'est assez pointu. On ne peut pas se permettre de mettre simplement un personnel
à la tâche sans qu'il y ait ces procédures qui soient respectées. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance pour éviter ce type de problème. Alors, on va permettre à Jean-François Chanon de placer un mot dans ce débat. J'imagine comme tous les Camerounais, il a fondé beaucoup d'espoir le 28 mars 2011 lorsque Cameco effectuait son premier vol inaugural et que 5 ans après, il espère que les choses se passent mieux. J'ai eu l'impression que je faisais de la figuration dans ce débat. Du tout. Mais en fait, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il faut reconnaître aux yeux de tous, je parlerai très rapidement, que Cameco a des problèmes. Et ça, vraiment, il ne faut pas ausculter cela. Mais est-ce que moi, je fais confiance à mon gouvernement, hein, c'est-à-dire du Cameroun, contrairement à ce que l'on peut penser, parce que quand même, il y a un problème, effectivement, c'est que Cameco a aujourd'hui le Dia. Et quand le Dia a des problèmes, toute la flotte est déstabilisée. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est quoi? C'est que quand on a acquis CMA, j'allais dire 60, qui sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait certifier tout cela. Et quand on a certifié tout cela, et le temps que CMA 60 attendait leur certification, hein, il fallait revoir effectivement si elles peuvent voler. S'ils peuvent voler. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a réintroduit, grâce au gouvernement, et je lui fais confiance entièrement, la Cameco à Aliata. C'est-à-dire que le système même d'échange des biens, comment vous appelez ça? Peut-être que le directeur commercial va justement rebondir sur ce point pour dire en quoi c'est vraiment important. Mais ce qu'on attend aujourd'hui pour chuter, oui, avec ta permission, oui, pour chuter, c'est qu'il faut peut-être qu'on considère que Cameco est une fierté nationale, parce que c'est honteux pour notre pays et que notre gouvernement doit prendre conscience de cela. De se dire que, moi j'ai l'impression qu'il y a une volonté politique de la part du président Paul Biya, de restituer, en fonction des élections peut-être qui vont arriver, de restituer à notre pays une compagnie nationale. Mais la volonté politique ne suffit pas simplement. Il faut acter tout cela. Et jusqu'à présent, j'ai le sentiment que vous êtes sur la bonne voie. Ok. Mais si vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est dommage. Non, parce qu'il y a plein de choses qui doivent se faire. Alors, parce que c'est dommage que dans notre pays, des Camerounais puissent prendre une agence étrangère, une compagnie étrangère qui dessert le Cameroun. Vous devez effectivement aller. Et peut-être qu'il faut faire confiance au gouvernement. Hein. Il faut certainement faire confiance au gouvernement. On va le voir dans la deuxième partie. Jean-François, on va le voir dans la deuxième partie, ce que le gouvernement, l'État du Cameroun entend faire concrètement pour redresser donc l'altitude des Cameco. Mais je propose de passer par la revue de presse pour rafraîchir la mémoire sur les autres faits marquants de l'actualité de la semaine. C'est le meilleur de l'info dans les meilleurs tableaux de la place. C'est une signature de Gladys Lebouda. L'effort de guerre de Paul Biya scintille dès lundi dans Cameroun Tribune. 160 millions de francs CFA ont été spécialement offerts par le chef de l'État pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Cameroun Tribune y voit l'exemple qui vient d'en haut. Avec cette somme, les dons collectés culminent désormais à 2,5 milliards de francs CFA, selon le comité ad hoc sur la gestion des dons destinés à l'effort de guerre. Au front, justement, de tristes nouvelles nous parviennent par le messager. 3 éléments du BIR ont été tués mardi dernier dans une embuscade à Dabanga, dans le Logone et Chari. Le jour décline l'identité des militaires tombés au champ d'honneur, au rang desquels figure le jeune lieutenant Frédéric Ndjélé. Pour le jour, la secte confirme sa capacité de nuisance malgré un déclin évident. Point de vue partagé par le ministre de la Défense. À l'approche de la fête nationale, Joseph Betty Assomo a réuni membres du gouvernement et hauts responsables militaires pour un round-up de la situation sécuritaire du pays. Dans Cameroun Tribune, le MINDEF rassure, la sécurité sera assurée aussi bien aux frontières que dans les grandes villes. Cette belle assurance du gouvernement est quelque peu douchée par les mauvais points du Cameroun à l'international.
Notre pays ferait partie des 50 États les plus liberticides dans le monde, selon un rapport de l'ONG américaine Freedom House. Mardi, le Messager convoque du noir pour déplorer ce mauvais classement. Le Jour, lui, fait le tour des rubriques du rapport américain. Exécutions illégales, détentions arbitraires, violations des libertés fondamentales justifieraient la place médiocre du Cameroun. Des conclusions que semble relativiser Reporters sans frontières dans son classement annuel. Le Cameroun gagne 7 places dans le baromètre de la liberté de la presse, mais demeure tout de même dans la queue du classement mondial, 126e sur 180. C'est donc la saison des rapports accablants dans Cameroun Tribune, et les guillemets ne sont pas fortuits. Pour le quotidien national bilingue, l'encre des rapports n'est que manipulation. Un jeu de discrédit qui mettrait en scène des commanditaires masqués déterminés à ternir l'image du Cameroun. Pour appuyer ces suspicions, les éditorialistes de Marie-Claire Nana dévoilent les ombres de ces ONG autoproclamées procureurs des droits de l'homme. Le Jour perçoit de la mauvaise foi dans l'embarras d'un gouvernement très peu disposé à accepter les critiques des observateurs internationaux. Mais déjà, le chef de l'État porte de nouveaux engagements. De concert avec Le Monde, le Cameroun a signé les accords de Paris sur les changements climatiques vendredi dernier, selon Cameroun Tribune. Le tournant de Paris impose à tous les États signataires de limiter la hausse globale des températures sous la barre des 2 degrés Celsius. Dans la foulée, Paul Biya soumettra les textes de la COP21 à la ratification du Parlement en juin prochain. La COP21, justement, paraît sous un autre angle d'un baromètre communautaire, le péril sur l'accès à la terre. À l'occasion de la Journée internationale de la terre vendredi dernier, l'hebdomadaire consacre un focus aux difficultés de gestion des domaines et propriétés en zone CEMAC. Indemnisation détournée, abus du droit coutumier, mais surtout cadre législatif obsolète, permettent au journal d'affirmer que la terre est devenue denrée rare à notre ère. Retour au fil rouge des scènes de presse avec cette une sur Cameco. On va aborder à présent les perspectives qu'on espère heureuses pour notre compagnie de transport aérien. Cameco qui s'accroche donc comme à une bouée de sauvetage à ce plan de relance validé par le chef de l'État il y a 19 mois, mais qui a dû repasser par effectuer un détour par Boeing Consulting pour pouvoir bénéficier du crédit accordé par un consortium de banques, 25 milliards extensibles à 30 milliards de francs CFA. Tout cela prend beaucoup de temps. Hein. Oui, malheureusement, c'est une impression. Déjà, j'en profite pour dire, avant de parler du plan de relance, que vous dites qu'il y a bien 1 an que les 30 milliards étaient disponibles. Donc, ce personnel dont on parlait, effectivement, était dans le cadre de ce plan de relance. Donc, ce n'est pas depuis plus d'1 an qu'on a un effectif qui est pléthorique. Il s'agit bien donc, de préparer... D'accord, c'est entendu. C'est entendu. Bon, maintenant, ce qui est important de relever à ce niveau, c'est que le choix porté sur Boeing Consulting, pour nous, constitue une arme de guerre extrêmement importante, vu le sérieux de cette organisation. Boeing Consulting a des références que personne n'ignore. Et le premier rapport d'étape a déjà été rendu, la copie a été rendue, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de horizon très court terme, 2016, les 3 premiers aéronefs seront disponibles. Ces aéronefs, il faut les faire voler, avec un personnel qualifié. Donc, et à la fin du mois de mai, pardon, au mois de mai, le rapport final va être déposé au Cameroun. Alors, Boeing recommanderait 14 avions, vous confirmez? Oui, c'est un minimum entre 10 et 14 en fonction. Il faut dire que, je précise, que ce rapport tient compte évidemment du réseau hein, et envisage donc un programme et une flotte adaptée à ce programme. Donc, avec des dessertes en Afrique. C'est le plan de la dernière chance pour Cameco? Je pense que oui, mais qui est très sérieux. Parce que les fondements relèvent d'une institution qui est hyper compétente. D'où le temps que ça prend. Vous êtes sur même longueur d'onde avec tous les acteurs impliqués dans ce processus. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps. 19 mois entre premier accord du chef de l'État et puis dans toutes ces péripéties. Ça prend beaucoup de temps quand même. Tout à l'heure, je vous disais,
Enfin, je pense que sur ce coup-là, effectivement, il faudrait que la volonté de l'État du Cameroun soit plus affirmée que cela. Parce que jusqu'à présent, même au niveau des subventions de l'État du Cameroun, on a le sentiment que cet argent-là est libéré comme une perfusion. C'est au compte-gouttes. En ce moment, si mes souvenirs sont exacts, il y a des arriérés de subventions qui s'élèvent à près de 10 milliards et demi de francs CFA, ce qui est un problème. On ne peut pas être une entreprise avec ce niveau de difficulté-là et on continue à faire le frein à main sur l'argent. Il faut... Bon, en même temps, si c'est un tonneau de Danaïde, est-ce que... Oui, alors le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que effectivement, c'est symptomatique des entreprises publiques au Cameroun. C'est-à-dire qu'on met à la tête des entreprises, des organes de gestion. Il y a un conseil d'administration, il y a une direction générale, mais après vous apprenez que des réunions se tiennent à la présidence de la République, dans les services du Premier ministre, pour parler d'une entreprise sans que les responsables de la dite entreprise soient même conviés. C'est un problème. Quand vous nommez des gens à la tête d'une entreprise, il faut leur faire confiance, vous leur donnez les moyens qu'il faut et vous attendez les résultats. Si les résultats sont bons, eh bien, ils continuent. Si les résultats sont mauvais, vous les virez. Et si jamais il y a eu même des détournements de fonds publics, il y a des instances qui sont chargées de régler ce genre de problème. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez une entreprise comme celle-là, qui a déjà des dettes de près de 34 milliards, ce n'est pas à coût de 10 milliards par-ci, 1 milliard par-là qu'on peut ressusciter une telle entreprise. Il faut de gros moyens. Si l'État du Cameroun ne peut pas avoir de l'argent frais pour recapitaliser cette entreprise, il faut ouvrir l'actionnariat ou alors on peut permettre aux managers de cette entreprise d'aller chercher de l'argent sur le marché mondial. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Cameco est confiné à des bailleurs de fonds nationaux qui prêtent de l'argent à des taux qui sont parfois très élevés. On parle de 10 à 12%, ce qui est énorme. Il faut aller sur le marché mondial où on peut prendre beaucoup d'argent, surtout que c'est une entreprise qui va faire des bénéfices et qui permettra de la sauver, de rembourser cette dette. La dernière chose, on parlait tout à l'heure de l'effectif pléthorique de la CAMER. Là encore, c'est typique des entreprises publiques au Cameroun parce qu'on recrute un peu n'importe comment, il n'y a pas toujours la compétence qu'il faut et au moment maintenant où il faut se débarrasser d'un certain nombre de personnes, il y a un plan social qu'il faut mettre en place avec les conséquences que cela impose. Donc le manager, il n'a pas toujours les coudées franches pour le faire. Vous savez l'exemple même de la maison qui vous emploie, la CRTV, où à un moment donné, le management de la CRTV avait envie de virer un certain nombre de personnes parce que qui ne servaient à rien, mais est buté parce que l'État ne peut pas permettre qu'on jette les gens dans la rue un peu n'importe comment. Donc c'est une situation complexe. Il faut que la volonté soit affirmée de vouloir faire décoller cette entreprise-là. Oui, Jean. Alors, ce que je pourrais ajouter dans le prolongement de ce qui a été dit par Jean-Bruno, déjà, il y a un gros travail à faire au niveau du management de l'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un léger mieux dans ce cafouillis, mais vous pouvez avoir les avions. Ce n'est pas parce qu'on a 14 avions. Si derrière le service, l'organisation au plan commercial, au plan du réseau ne suit pas, on va à peu perte. Donc il faut se le dire, c'est pas juste d'avoir la flotte, c'est une partie de la solution. L'autre est d'avoir la flotte et de l'utiliser de manière optimale, d'être agressif au plan commercial. Voilà. Alors c'est pas sûr, il suffit d'interroger simplement même les partenaires de Cameco, dont les agences de voyage. Ils vous en diront des choses. Hein. Je veux dire que même simplement la circulation de l'information entre ces partenaires pose déjà problème. Donc il y a des soucis organisationnels et managériaux qu'il faut gérer à ce niveau. À côté de cela, j'insiste, c'est pas avec 10 milliards ou 30 milliards qu'on fait une compagnie avec cette ambition. Si on veut le faire, que l'État du Cameroun se dise on va chercher 150, 200 milliards à mettre dans l'affaire et faire une vraie compagnie. Absolument. En nous inscrivant sur la durée. Donc à ce niveau aussi, il faudrait que la volonté soit beaucoup plus manifeste. 30 milliards, ça permet de souffler un peu, mais ça ne règle pas fondamentalement le problème. Alors, Jean-Claude Quin, sur la perception, on a l'impression, les passagers, que le client n'est pas roi, que malgré vos problèmes de flotte et tout, mais que vous ne faites pas suffisamment d'efforts pour informer le client sur les avions les vols qui sont annulés, retardés, et ainsi de suite. Ça, c'est pas une fatalité quand même. Non, non, non. Évidemment, si vous permettez que je prenne une seconde pour répondre un peu, pour rebondir aux affirmations de... Aux affirmations, au constat. Au constat. En termes simplement, en termes
de management que vous décriez, je voudrais quand même dire que pour avoir une certification IOSA, il y a des hommes et des femmes qui ont planché sur des documents, sur des procédures. Qui sont-ils? Ils sont des agents Camer. Des gens Camer qui sont en place aujourd'hui. Donc ils l'ont fait sans le gouvernement. Comment ça se fait? Non, Jean-François permettait à Jean-Claude Keng d'aller jusqu'au bout. Je voudrais simplement dire qu'il y a des compétences avérées au sein de la compagnie qui ne demandent qu'à travailler. Et le résultat de ce travail vient de se faire, d'être reconnu sur le plan international par IATA. Donc ça, c'est une première chose. Bon, maintenant... une certification qui va beaucoup vous apporter. Absolument. Donc, oui, mais avant ça, il faut dire aussi, hein, je suis heureux que ce soit revenu. Tout à fait. Vous étiez viré du clearing house, vous étiez... La compagnie, à un moment, a été totalement mise à l'écart de tout ce système. Donc, c'est avec un vrai soulagement, quand même, que je l'ai appris. Donc, au moins, on se dit qu'il y a des raisons d'espérer. Mais le chemin reste encore long à parcourir. Tout à fait, mais ce sont des avancées majeures. Tout à fait. Et comme disait d'ailleurs le vice-président de l'IATA pour l'Afrique, il disait qu'il y a très peu de pays en Afrique centrale et de l'Ouest qui ont le privilège de se targuer d'être IATA. Ça, il faut le reconnaître. Donc ce sont des atouts extrêmement importants. Maintenant, comment allons-nous capitaliser ces atouts? Donc, je dis, il reste quelques jours. Le plan de relance avec Boeing Consulting va être disponible dans quelques jours. Je pense que quelques semaines à attendre, ce n'est pas long. Et ça va être du concret avec des personnes averties. Donc il s'agira, on n'est plus à l'hypothèse de 30 milliards. Nous sommes dans un plan de relance avec un certain nombre d'aéronefs, avec une flotte, avec un réseau qui correspond donc à tout cela. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait quand un membre du gouvernement camerounais ne voyage pas à bord de Cameco? Vous dites quoi? Vous le comprenez? Oui, dans le contexte actuel, oui. Dans le contexte actuel, oui, puisque sans avoir peur de le dire, quand on n'a pas un backup, vous l'avez dit, nous avons envoyé le JAR en révision à Tchèque, normalement pour 30-45 jours. Ça, c'est la moyenne. Nous sommes rendus à quelques mois déjà. Donc, il y a des rendez-vous extrêmement importants pour lesquels vous ne pouvez pas vous permettre de dire à quelqu'un: écoutez, je suis fiable avec une flotte qui n'est pas tout à fait celle qui convient à la compagnie. Ça, on ne s'en cache pas. Ce sont des problèmes que nous vivons avec nos passagers au quotidien. Quand vous avez un problème sur une pièce d'un avion, comme c'est arrivé à Paris l'autre jour... Et que les voyageurs ont passé la nuit à Roissy? Absolument, il faut le réparer parce qu'on n'a pas un backup. Mais ailleurs, on les met à absolument, ils sont logés. Non, ils sont logés. Il y a des compensations financières. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nos services s'en occupent également. Sur un retard, mais je vous dis que même malgré tous les problèmes que nous traversons, nous essayons autant que faire se peut de compenser ces manquements lorsque ça arrive. Donc je vais vous dire simplement que ce qui est crucial et qui ne se ressemble pas pour d'autres compagnies, c'est qu'ils ont des backups. Toutes les compagnies ont des déboires de cette nature. Mais c'est la capacité à réagir face à un problème. Quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour répondre à un problème comme celui-là? C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que vous comprenez quand même la frustration des Camerounais qui pensent que nous sommes un grand pays et nous méritons une grande compagnie fiable? Tout à fait. Et ce soir, j'ai envie de vous dire que nous le comprenons d'autant plus que aujourd'hui, on a mis les grands moyens. Les grands moyens, ça augure des perspectives meilleures. Ça veut dire que, imaginez-vous, avec les compétences dont je vous parle, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont faire voler ces avions.